Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans un ancien format que je vais réutiliser aujourd'hui pour cette vidéo-là, qui est un format avec des feuilles, des schémas, mes stylos, puisque cette semaine, j'ai eu de nombreuses fois, alors que ce soit dans les commentaires, mais aussi beaucoup dans les consultations, euh, les mêmes questions qui sont revenues, et c'est des questions qui me semblent importantes et que auxquelles j'avais envie de répondre ici de manière plus collective. Et ces questions étaient absolument légitimes et en plus très très intéressantes, qui étaient, mais finalement, ça sert à quoi de travailler sur soi si l'autre ne veut pas revenir, si l'autre ne revient pas, à quoi bon? Et puis, mais ça sert à quoi finalement cette relation flamme jumelle? C'est quoi l'idée? C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi? Et puis, il y avait aussi cette idée de dire, oui, bon, travailler sur soi, mais bon, moi, allez bien, je m'en fous un peu si je suis pas heureux ou heureuse en amour. Ou en tout cas avec la personne que j'aime, si elle ne revient pas, voilà, le travail sur soi pour le travail sur soi, on s'en fout, quoi. Euh, et je l'entends, et ce sont des questions qui sont absolument légitimes, parce qu'évidemment, travailler sur soi pour aller bien, quand on est dans un moment où on a viscéralement, fondamentalement envie de l'autre, ou en tout cas envie d'amour, quand on a besoin d'être aimé, quand on a l'impression que l'amour est la réponse à ce qui nous manque, on a tout dans la vie sauf l'amour, et quand on est dans une réelle douleur de solitude, ou en tout cas, pour d'autres cas de figure, il y a aussi ce truc de dire mais moi je vais bien, tout va bien, mais quand l'autre n'est pas, mais l'autre est en moi, il est toujours là et je n'arrive pas à m'en détacher. Et en fait, tout ça, c'est un espèce d'éventail de toutes les multiples situations que vous pouvez vivre. J'en ai cité deux, trois, mais il y en a plein d'autres, qui font que vous arrivez sur les flammes jumelles. Les flammes jumelles va mettre un sens, puisque je le rappelle, les flammes jumelles, c'est une métaphore, c'est une allégorie, c'est un modèle de système relationnel où on a deux caractéristiques très binaires de fonctionnement qui se rencontrent et qui vont donner ce type de relation. Ce type de relation qui n'arrive pas à se défaire, mais qui en même temps a beaucoup de mal à se faire, etc. etc. Bon. Alors moi, ce que je voudrais faire à travers ce schéma que je vais essayer de faire court, parce que je voudrais vraiment ne pas vous faire une vidéo de 50 minutes, bah, c'est de répondre à ces questions-là. Alors je ne vais pas y répondre de manière évidemment, tac, j'ai la réponse. Je vais vous éviter le ah mais c'est les guides qui vous envoient des épreuves. Je vais éviter ça parce que je suis extrêmement en colère contre tout ce qui se passe et le délire qui se passe sur la toile. Bien sûr que peut-être il y a des guides, bien sûr que peut-être il y a des défunts. Mais enfin, moi, je préfère vous dire que vous avez surtout un cerveau et que votre cerveau, il a une manière de fonctionner qui est super géniale parce qu'il vous invite du coup à absolument comprendre tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passe autour de vous, et il vous donne même les clés pour en sortir, pour avancer. Et donc c'est ça que je voudrais vous expliquer. Parce que finalement, je le rappelle et je le redis, ce parcours flamme jumelle, je l'ai expliqué maintes et maintes fois, surtout dans les lives. Je ne sais pas si les lives sont resuggérés, mais peut-être que c'est là que vous pourriez, si vous regardez souvent d'autres vidéos, j'ai beaucoup de gens qui me disent je regarde, je re-regarde, je re-regarde. Regardez surtout les vidéos live, vous pouvez les trouver dans les playlists. Parce qu'en fait, finalement, les lives, c'est les moments où je réponds à des questions très concrètes. Et, et du coup, je trouve que c'est peut-être parfois plus percutant, les réponses qu'il y a dans les lives. Euh, donc, ce travail de flamme jumelle, ça n'est pas plus que, et vous le vivez, qu'une rencontre avec quelqu'un d'autre qui vous pousse surtout à regarder, mais comment je fonctionne, comment ça se fait que déjà c'est si douloureux, comment ça se fait que ça n'avance pas, comment ça se fait que je suis complètement emprisonnée dans une espèce de vision unique, c'est lui et c'est pas le reste, et comment ça se fait d'ailleurs que je résiste à cette idée qu'il puisse y avoir un reste, quoi. Parce que tout ça c'est très douloureux, en fait. Et évidemment, si vous aimez Pierre, Paul ou Jeanne ou Mathilde, et que je vous dis, mais il y a peut-être d'autres personnes à aimer, bien sûr qu'on dit non, 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 c'est lui, c'est elle ma flamme jumelle. Non, 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 je veux pas aimer quelqu'un d'autre. Et puis m'aimer moi pour m'aimer moi, je vois pas d'intérêt, voilà quoi. Et c'est ok tout ça.
et je vais tenter de répondre sur cette vidéo-là. Alors d'abord, euh, bah, on va reprendre la frise, mais pas la frise de la rencontre, la frise de votre vie à vous. Voilà, là il y a votre naissance, et puis, bon, je vais faire des pointillés parce qu'on ne sait pas bien finalement comment ça se passe à ce moment-là. Il y a le moment où en tout cas, bon, il y a la mort, mais en tout cas il y aura le moment où vous serez ailleurs peut-être qu'ici, ou à l'endroit où vous êtes en train de m'écouter, voilà. Et puis, bah, moi, je ne sais pas à quel âge vous avez, je ne sais pas à quel âge vous avez rencontré la personne que vous estimez être flamme jumelle, FJ, cette rencontre déterminante. Vous le vivez tous qu'elle est déterminante, parce qu'il y a un avant et un après, bon ou mauvais, mais il s'est passé quelque chose avec cette personne. On va la placer là de manière complètement aléatoire, hein. On va la placer là, FJ. Ok? Bon. Avant ça, vous avez une vie, c'est-à-dire que vous avez une naissance qui est là. Une naissance dans un contexte particulier, vous avez une vie de famille, vous naissez quelque part, vous naissez dans un pays, vous naissez avec des parents qui ont une histoire, vous naissez avec des frères et sœurs qui ont une histoire, qui ont peut-être aussi eux-mêmes des souffrances, des incohérences, des évitements, des compensations, des décompensations, qui ont une personnalité, une manière de fonctionner dans la vie, des valeurs, des croyances, tout ça qui est transmis. Hein. Il y a d'abord ce qu'on va appeler l'aspect héréditaire. Bon, j'ai beaucoup parlé de ça dans les vidéos. Et puis, il va y avoir aussi des événements. Des événements qui peuvent être des accidents, qui peuvent être des rencontres, qui peuvent être des choses difficiles à vivre. Ça peut être des traumas. Hein, j'imagine un accident, les proportions de l'accident que vous avez envie de mettre. Hein. Il y a je pense aux femmes battues, je pense à des gens qui vivent des violences, je pense à des gens qui vivent des décès, je pense à des gens qui ont des gros accidents de la vie, des maladies. Vous voyez, pourquoi je mets un 1? Parce que trauma 1, il y a deux types de ce que moi j'appelle un trauma dans la vie. Il y a ces trucs, il y a ces choses-là, pardon, très événementielles. Bim, là il m'arrive un truc qui me tombe dessus. C'est un trauma 1. Ça laisse une trace dans la vie. Et puis, il peut y avoir aussi des moments, j'en mets qu'un, mais il y en a plein hein, dans votre vie. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle ici des traumas c'est-à-dire des longues périodes de vie, des périodes lancinantes où on va être dans une souffrance. Je parle par exemple d'une relation humiliante, d'une relation toxique, d'une relation d'abus, d'une relation perverse, soit avec un conjoint, soit avec des parents, soit dans le travail, où on va avoir une espèce de souffrance lancinante, des situations très difficiles, mais avec lesquelles on est obligé de composer, le harcèlement au travail par exemple, et on va devoir travailler dans la même entreprise pendant des années, le harcèlement à l'école, où on est à l'école pendant plusieurs années, le harcèlement dans le couple, etc. Et il va y avoir finalement, à l'échelle de la vie, à l'échelle de votre vie, avec toutes les personnes qui vont composer, je dirais, votre vie, c'est-à-dire les amoureux ou les amoureuses, les parents, les frères et sœurs, les cousins, cousines, la famille, et puis ça c'est le système 1, et puis le système 2, c'est-à-dire les collègues de travail, la société, etc., etc. Vous avez du coup ce qu'on appelle un bagage. Un bagage, il y a un apprentissage des choses, un apprentissage de la vie. Et ça va être ce qui va constituer vos structures inconscientes. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, voilà, vos valeurs, vos croyances, en quoi je crois, comment pour moi le monde est construit. Est-ce que je crois en Dieu, par exemple? Est-ce que je crois aux anges? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en la théorie de l'évolution? Est-ce que je crois en la science ou en la spiritualité? Est-ce que je crois aux deux? Est-ce que je crois que je mérite quelque chose? Est-ce que je crois que je ne mérite pas? Voilà. Mes valeurs. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que la valeur, c'est l'amour d'autrui? Est-ce que ma valeur, c'est être épanouie dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et puis, on a plusieurs valeurs. Et puis, la valeur absolue, pourquoi est-ce que je donnerais ma vie, quoi? Pour quelle cause?
Est-ce que c'est pour une cause humanitaire? Est-ce que c'est pour mes enfants? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que rien ne vaut que je donne ma vie? Il y a toutes les possibilités. Je vais très vite, on pourrait parler des heures et peut-être que je ferai des vidéos sur les croyances et les valeurs. C'est assez fondamental dans la construction de votre personnalité, de votre identité ici. Hein? Entre la naissance et le moment où on rencontre sa flamme jumelle, il y a la question de l'identité, qui je suis, comment je vis. Et dans qui je suis, il y a aussi ce que je fais, évidemment. Si je me lève le matin, que je suis de bonne humeur le matin, que je prends ma douche, que je pars au travail de manière enjouée, je ne suis pas la même personne que si j'ai du mal à me lever, que j'ai mal dormi, que je mange un énorme déjeuner parce que j'ai faim le matin, j'ai tellement peu d'énergie. Ce que je suis, c'est aussi ce que je fais, pas que. Mais finalement, ce que je suis et ce que je fais, ce qui permet de lier les deux, c'est tout ça. Ce sont mes croyances, ce sont mes valeurs et c'est mon programme inconscient. J'aime parler, moi, de programme et de logiciel inconscient. La manière dont j'ai vécu mes expériences toute ma vie, notamment dans ma petite enfance, dans mon adolescence, la manière dont j'ai vécu dans la société, la manière dont j'ai appris à être avec les autres, pardon, je bafouille, et la manière dont mon cerveau a créé des réponses à chaque situation de type traumatisme 1 et de type traumatisme 2. Et là, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais Sarah, dans la vie, on n'a quand même pas que des traumatismes. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais vous voyez, le cerveau, on va faire un petit dessin là, il a quelque chose de commun à autre chose qui est à l'intérieur de nous, et je m'excuse avec le dessin catastrophique, comme d'habitude. On imagine que c'est un intestin. Et souvent, on a envie de dire qu'on a deux cerveaux. Hein. Le cerveau émotionnel, il est ici avec l'appareil digestif. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mangez quelque chose qui est bon? Quand vous mangez quelque chose qui est bon, un bon dessert ou un bon plat, un truc qui vous fait plaisir, ou vous faites une belle soirée au restaurant avec des amis ou avec vos enfants, avec votre famille, vous mangez un truc qui vous fait plaisir. Eh ben, un truc qui vous fait plaisir, vous l'ingurgitez. Et c'est bon, c'est délicieux, et ça passe dans l'estomac, et on pourrait m'en manger un petit peu plus, et on le digère, et c'est très bien, et ça repart. Et ça ne laisse pas de traces, si ce n'est le souvenir du plaisir, et si ce n'est l'envie d'y retourner. Ok? Ça laisse une belle image, ça laisse une belle photo. Et puis, quand vous allez manger quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose en tout cas que vous n'avez pas envie de manger sans que ce soit pas bon, hein. Quelque chose aussi qui peut ne pas correspondre à vos valeurs, je pense aux véganes. Si je vous donne de la viande, une viande bien saignante, vous allez avoir beaucoup de mal à la manger. Hein, parce qu'elle va générer chez vous un problème avec vos valeurs, un problème avec vos croyances. Et même si elle est saine, cette viande-là, vous aurez du mal à l'avaler, à la mâcher, à avoir le goût, à la digérer. Imaginez, ceux qui sont véganes, que vous mangez cette viande-là. Et imaginez qu'en plus, elle soit avariée. Imaginez pour d'autres que vous allez manger un produit périmé ou vraiment un produit qui vous fait horreur. J'imagine des enfants qui n'aiment pas manger des épinards. Hein, pardon, c'est très très basique comme exemple. Un enfant qui n'aime pas manger des épinards et un parent qui va lui dire pendant des heures, mange tes épinards, tu ne quitteras pas la table tant que tu n'auras pas mangé. Qu'est-ce qui va se passer dans cet intestin-là? Cette nourriture-là, qui va être avariée, mauvaise ou contraire à mes valeurs, elle va être peu digérée. Et qu'est-ce qu'elle va créer à ce moment-là dans l'estomac? Elle va créer, voilà, on va la sentir là. D'abord, elle va être bloquée, hein. On va sentir un poids dans le ventre, ça bloque, alors ça peut ne pas passer dans la gorge, ça peut donner envie de tousser, ça peut dégoûter, ça peut donner un haut le cœur, et puis ça peut mettre longtemps à digérer, hein. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le gluten. Et ben, les gens qui ne digèrent pas le gluten, si je vous dis, ben, mangez une baguette blanche, je peux vous dire que la baguette, du moment où elle va être rentrée dans votre intestin avant qu'elle en sorte, il va se passer du temps. Il
va se passer beaucoup de temps. Mais on pourrait même imaginer qu'elle sorte pas parce que pendant 3-4 jours, vous allez avoir des gaz. Ouh, puis ça fait mal. Et puis ça tord les boyaux. Et puis là, on a une crampe au ventre. Et ça ne passe pas. Et on est malade. Et qu'est-ce qui va se passer pour que l'intestin puisse se évacuer ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais pour vos valeurs, pour vos croyances, pour vos goûts, ce qui est mauvais pour votre vie, ce qui est mauvais pour votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de solution. Et pardonnez-moi la trivialité de mes propos, mais il faut digérer. Il faut expulser ça. Et on l'expulse comment? En allant aux toilettes, le corps lâche ses déchets, ou en vomissant éventuellement, on lâche un déchet là aussi. Et là, ça soulage. Mais vous voyez, c'est intéressant. Finalement, ce qu'on aime, ce qui est OK avec nos valeurs, nos croyances, nos goûts, avec ce qui se passe bien, l'intestin le digère bien et on va quasiment pas se rappeler d'un bon repas. On ne se rappellera pas de la manière dont le corps a été marqué par un bon repas. Mais on va se rappeler comment le corps a été marqué par un mauvais repas. Eh bien, ce cerveau-là émotionnel, sachez que votre cerveau qui a votre cerveau qui a dans votre tête, le cerveau des perceptions, le cerveau de la conscience et de l'inconscience, va fonctionner de la même manière. Il est divisé en plusieurs parties, hein, avec des parties qui gèrent la mémoire, avec des parties qui gèrent plutôt les émotions, il y a l'air du langage, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences là, ce serait pas le sujet, mais globalement, on va vraiment vulgariser. Quand vous avez un événement ici que j'ai pas noté, c'est-à-dire un beau moment, un beau souvenir, un moment de bonheur, bah, ça va se loger là, dans les bons souvenirs. BS, beaux souvenirs. Et puis, ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir reconnecter avec des trucs qui sont super, qui sont vraiment bien. Et puis, on peut même imaginer, on peut même se créer des souvenirs. BSF, des beaux souvenirs au futur. C'est les anticipations, c'est les projections. C'est-à-dire qu'on reconvoque ce qui nous fait du bien, on le futurise en disant « Ah, quand il y aura mon autre, ah, quand je serai heureuse, ah, quand telle personne sera avec moi, ah, quand je vivrai ça. » Et on peut même créer quelque chose qui est beau. Mais il y a aussi d'autres événements dans la vie. Parce que voyez ceux-là, ils vont faire partie d'une zone du cerveau qui est très malléable, hein, du coup, qui est très digeste finalement, comme ici, hein. On prend, voilà. Et puis, il y a une autre zone du cerveau qui va être ici, qui s'appelle la MT, la mémoire traumatique. C'est très vulgarisé, je ne rentre pas dans les détails ici. Et en fait, ça se passe un petit peu comme la digestion de l'intestin. Vous allez avoir tous vos traumas, le trauma 1, hein, les événements durs de la vie, et puis des périodes compliquées, voilà. Et tout ça, il y en a énormément. Sauf que ça, c'est exactement comme votre mauvaise tarte aux pommes ou votre viande avariée ou votre pain plein de gluten. Si vous ne le digérez pas, ça reste dans le cerveau. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là qu'on va parler de la pensée créatrice. C'est là qu'on va parler des schémas répétitifs. C'est là qu'on va parler des réactions inconscientes, de tout ce qu'on fait finalement sans vraiment en avoir envie. Parce que vous voyez, là encore, c'est très grossier ce que je vais faire, mais on pourrait diviser en deux, hein. C'est comme si il y avait ici le conscient, la manière que j'ai de m'adresser à vous, c'est l'intellect. Je pense, je dis. Ici, je dis j'ai envie d'être heureux. Ici, je constate que, ah mais oui, je suis pas heureuse là, mais j'aimerais bien être heureuse. J'aimerais bien avoir un futur agréable. J'aimerais bien retourner dans le passé au moment de ma rencontre, quand c'est agréable. Ça, c'est la partie qui parle. C'est aussi la partie qui comprend, hein, le conscient. C'est la partie raisonnable, on va dire. La raison, l'intellect. Et puis, il y a toute la partie ici inconsciente. Et cette partie inconsciente, c'est la partie où se loge ce programme qui est là. C'est-à-dire tout ce que j'aimerais prononcer, tous les beaux moments que j'aimerais revivre, tout le futur agréable que j'aimerais vivre et me créer, je ne peux pas
parce que ma mémoire traumatique n'a pas éjecté ces déchets, tout comme ici. N'a pas éjecté ces déchets, n'a pas digéré ces déchets. Et tant que ça, c'est pas digéré, puisque cette partie-là inconsciente constitue le programme, eh bien, le programme est réitéré. Je pense que je ne mérite pas d'amour parce que toute ma vie, de mon père à mon premier petit ami, à mon ex-mari et aujourd'hui à ma flamme jumelle, je vois bien que les hommes m'humilient, ne veulent pas de moi, me rejettent. Ok. Parce que là, il y a la croyance, je ne mérite pas. Là, il y a la valeur que je me donne à moi-même, mais finalement, je ne suis pas aimable, ou je ne mérite pas d'être aimé, ou j'y arrive pas, ou de toute façon, l'amour n'est pas pour moi. Et puis, de toute façon, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ok, bah ça, comme c'est le programme, si vous voulez, on le manifeste, on le vérifie. Le cerveau voudra toujours valider sa croyance. Si je crois que je ne mérite pas l'amour, eh bien, je m'apercevrai que dans toutes mes histoires, c'est ce que je vais vivre. Ok? C'est ça qu'on vous dit quand on vous dit qu'il faut travailler sur soi. Et là, je vais répondre à la suite. Quand vous allez rencontrer votre flamme jumelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez vous dire « Waouh, d'abord c'est merveilleux » et puis après « Waouh, c'est super difficile, c'est compliqué. » Pourquoi? Parce que je l'ai dit à maintes et maintes reprises, la flamme jumelle, ok, c'est la rencontre avec l'autre. Ok, mais vous voyez bien que cette rencontre avec l'autre, elle dure peu de temps. Hein. Elle a duré le temps de l'effusion, le temps de cette pompe hormonale où vous allez avoir et l'ocytocine, et la dopamine, et la sérotonine, et un cocktail d'hormones où vraiment on est amoureux et on sent que l'autre est là, et la plupart du temps c'est réciproque à ce moment-là, c'est très très beau, et puis ensuite le cocktail d'hormones redescend, et on se retrouve finalement juste face à soi-même, et à ce moment-là on est qui? On est qui? On est ça quoi, avec ça. Avec ça. Et l'autre, potentiellement, qu'en face, il est ça aussi. D'accord? Et quand vous rencontrez votre flamme jumelle, du coup, ça va être très compliqué finalement d'y arriver parce que quand on n'est pas libre d'être qui on est, qui on veut être, qui on aspire à être, quand on n'est pas libre de faire ce qu'on veut et qu'on n'est pas libre d'aller là où on a envie d'aller, c'est très compliqué. Le moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est le moment où vous vous rendez compte à quel point vous êtes prisonnier de vous-même, ni plus ni moins. Par le biais de la rencontre amoureuse, on s'aperçoit à quel point on est prisonnier de nous-mêmes, de notre histoire, de notre cerveau, de nos traumas qui continuent de décider et qui ne sont pas digérés. Et que si on veut avancer, il va falloir ranger sa chambre, cette fameuse guérison dont tout le monde vous parle. Une fois que vous avez compris qu'est-ce qui se joue entre vous et l'autre, et que finalement, tout ce chemin, je remarque FJ2 hein, parce qu'il est souvent là, hein. Finalement, à chaque fois, ça vient vous ramener à des douleurs, hein, au moment où il ne va pas répondre à un message, où ça va vous mettre vraiment dans un état de grande souffrance, au moment où il part, il revient, et que ça va vous mettre dans un état de grande souffrance, au moment où il ne sait pas ce qu'il veut, ou que ça va vous mettre dans un état de grande souffrance, ou alors vous-même, au moment où vous allez y aller et vous rendre compte que « Ouh là là, non, c'est trop oppressant », et vous allez repartir, ça va vous mettre dans un état de grande souffrance parce qu'il y a de la culpabilité, au moment où vous allez penser à l'autre et que vous n'allez pas oser l'appeler parce que ça vous fait peur, parce que vous ne savez pas, ça va vous mettre dans un état de grande souffrance, etc. Cette histoire, elle n'est pas vouée finalement à avancer immédiatement. Je vais y venir à comment ça avance. Mais elle est vouée surtout à s'apercevoir d'à quel point je suis prisonnier de moi-même, à quel point je suis prisonnier de mon programme, à quel point je suis prisonnier de mes valeurs, à quel point je suis prisonnier de mes croyances, à quel point je suis prisonnier de mes traumas de vie, parce qu'à chaque fois que je suis face à l'autre, c'est tout ça qui se réveille. Alors je vous pose la question, si à chaque fois que vous êtes face à l'autre, ça se réveille,
peut-être qu'il est temps de comprendre deux choses. Ben, que c'est douloureux et que soit vous aimez être dans la douleur, soit vous avez envie d'en sortir. Là encore, on n'est pas tous les mêmes et c'est ok. Et de comprendre que si je revis en permanence la même chose, ben ouais, peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez envie de dire, ou l'univers m'envoie une épreuve, ou les guides m'envoient une épreuve, ou Dieu m'envoie une épreuve. Ok, moi j'ai juste envie de vous dire de manière beaucoup plus pragmatique, si vous revivez ça, c'est que votre logiciel n'a pas changé. Et que tant que votre logiciel n'a pas changé, vous revivrez la même chose toujours. Tant que vous allumerez votre ordinateur avec, moi je sais pas, Windows Vista si vous êtes sur Windows, ou si vous allumez, je sais pas, si vous êtes sur Apple, votre Mac, ce sera toujours le même programme. Le jour où vous voulez changer le programme par défaut et du coup que les programmes se déroulent autrement dans votre ordinateur, eh bien, vous changez le disque dur. Ou vous achetez la version d'après, vous faites un update, vous faites un reset. Voilà. Et c'est pas la méditation qui fait le reset du programme inconscient. C'est pas l'énergétique qui fait le reset du programme inconscient. L'énergétique, il va faire je pense que l'énergétique fait énormément de bien au corps, qui va soulager les manifestations. Moi, je pense à ceux qui ont des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos, des maux de peau, des maladies de peau. Bien sûr que un énergéticien, un bon magnétiseur, il va arriver à vous faire, à vous soulager, à vous faire du bien, à retirer l'eczéma, le psoriasis, à soulager le dos, ok. Mais en fait, ce qu'il a déclenché ça, eh ben, si on retire la manifestation de surface, ça se manifestera autrement. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Moi j'aime bien parler de ça, j'aime bien faire cette image-là. Je l'ai beaucoup dit en consultation cette semaine, donc pardon pour ceux. Vous avez un arbre. Un arbre, là il y a le sol, il a des racines, hop, il a des branches, et puis il y a des fruits. Ok? Bah, si vous avez des racines abîmées, pourries, douloureuses, traumatisées, pas jolies, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez un fruit qui y ressemble, qui n'est pas très bon, quoi. Hein, vous avez une histoire sentimentale pas épanouissante, dans laquelle vous nourrissez un système dans lequel vous n'êtes pas heureux, et vous nourrissez aussi la croyance que c'est lui et pas un autre, c'est lui, c'est elle. Et vous vous emprisonnez là-dedans, et ça étouffe, et ça fait mal, et c'est lourd, et c'est dur. Mais est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre jusqu'à la fin? Ces mêmes racines de votre arbre, de qui vous êtes, au lieu de vous dire « Ah ben oui, je comprends que j'ai souffert. Ah ben oui, je comprends. » Si au lieu de ça, vous retournez les visiter et que vous leur faites du bien, que vous les soignez, que vous les guérissez, voyez, que vous mettez ce que vous voulez autour, par-dessus, que vous vous occupez de votre inconscient, que vous vous occupez de votre cerveau, de votre logiciel, de votre programmation, eh ben il se passe autre chose là. Et je vais même vous dire un truc, à ce moment-là, vous pouvez toujours avoir envie du même fruit. Hein. Si vous vous dites, c'est lui, c'est elle et que je veux personne d'autre, ok. À ce stade-là, on peut encore considérer que, d'accord, bah, sauf que vu que vous allez nourrir votre personne, votre être, votre vie, vos actions, vos comportements de quelque chose d'une nature différente, forcément, ce qu'il en résulte est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Votre proposition à l'autre va être différente. La manière dont vous allez recevoir sa proposition va être différente. Votre interface va être différente. Tout sera différent en fait. Ça, c'est la première chose. Ok? Ça, c'est la première chose. Pardon, je regarde mes notes pour voir si j'oublie rien. Ça, c'est la première chose. Et puis, il va y avoir autre chose aussi. C'est que pour reprendre les autres vidéos et les autres schémas où on voit, il y a d'abord le travail du premier, il y a le travail du deuxième. Je le répète, hein,
J'ai fait une vidéo qui s'appelle La souffrance inversée du runner et du chaser. Ça vaut, pardon, je vais être un peu cash, hein, mais en fait, ça vaut pour les histoires d'amour. Hein. Ça, tous les schémas que je vous ai proposés, ça vaut quand les deux personnes s'aiment. Et que c'est juste une histoire de métaprogrammes différents. Et que c'est juste une histoire d'identité différente. Et que c'est juste une histoire de deux inconscients qui ont du mal. Et qui vont se rendre compte l'un avec l'autre qui sont prisonniers d'eux-mêmes et qui vont se libérer d'eux-mêmes. Ok, ça vaut pas pour les histoires où l'autre n'est pas amoureux. Ça vaut pas pour les histoires où l'autre n'a qu'envie d'une relation sexuelle, même s'il n'y a pas de mal à ça. Mais ça n'est pas valable quand il n'y a pas d'histoire d'amour en fait. Hein. Je crois qu'aujourd'hui tout est flamme jumelle. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos parce qu'en fait je m'aperçois que ce truc-là, il est tellement plus qu'il est au départ. C'est-à-dire que dès que c'est une relation souffrante, on dit c'est flamme jumelle. Et moi, je suis d'accord, si ça permet à tout le monde de comprendre comment on se sort, on se libère, on va mieux, alors je le prends. Et je réponds à la question. Je réponds à la question fondamentale. Mais finalement, être bien, aller bien, si l'autre n'est pas là à la fin, franchement, j'ai pas envie de le faire. Ça me saoule, c'est une perte de temps. Moi j'ai entendu ça beaucoup de fois, hein. Beaucoup de fois, des gens qui me disent, mais j'ai besoin quand même d'être un peu sûr qu'il va revenir. J'ai besoin d'être sûr qu'elle sera là à la fin. Sinon, mais pourquoi travailler sur moi, quoi? Ça sert à quoi? Ben moi, je vais vous dire, en fait, ça sert à un truc. Ça sert à plus souffrir dans la vie. Et puis, ça sert à autre chose. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, l'amour, pour moi, l'amour, c'est un système. Voilà. C'est un système comme un autre. Les flammes jumelles sont un système. On a la personne A, on a la personne B. Et le lien, le rapport, ça donne du C. Hein, c'est le fameux 1 plus 1. 1 plus 1 égale 3. Hein. Première entité, deuxième entité égale la relation. Toi plus moi égale nous. Ok? Si ça marche pas, c'est parce que soit il y a une incompatibilité entre A et B. Voilà, hein, on peut se dire on essaye pendant quelques mois, ça marche pas, ok. Soit on a un A qui est vraiment brisé, c'est compliqué et le B il peut pas. Soit c'est le B qui est complètement flippé, lui aussi brisé pour X ou Y raison. Il faut aller fouiller dans le cerveau et dans la vie, hein, bien entendu. Et du coup, bah, le A, il est étouffé, il est oppressé, ou il a peur, ou il est en insécurité, ou il se sent pas bien. Et donc le C, c'est-à-dire la relation, est souffrante pour les deux. Hein. Donc soit il y en a au moins un des deux qui change, voire les deux, et auquel cas le C peut changer. Si personne change, le C, il ne change pas non plus. Hein. Si aucun des deux ne change, la relation ne change pas. Ok. Ça, je pense que vous me suivez, c'est assez logique. Mais surtout, ce qui va arriver dans ce concept flamme jumelle, et ça, c'est important, c'est que, je vais prendre un exemple, je prends le A. Si le A souffre énormément, alors on a le droit de souffrir, je pense que dans tout, dans la vie, dans le deuil, enfin voilà, il y a des étapes. Hein. On a le droit d'essayer une histoire. Hein. Il ne faut pas partir à la première semaine. D'ailleurs, si on part à la première semaine, on peut se poser une question, des questions quand on, enfin voilà, si on a trop peur ou si on est hyper angoissé tout de suite. Je pense que c'est important aussi d'avoir raisonnablement le temps d'essayer. Mais quand vraiment on ne s'aperçoit pas que c'est dur, qu'on souffre, que la nuit noire de l'âme, entre guillemets, cette période où on est au bout de sa vie, ça revient tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, si c'est le A qui vit ce problème-là, et qui s'occupe de lui, il va s'occuper de son programme, hein, il va mieux. Il se dit, ok, mes croyances, mes valeurs, mes dépendances, mon passé, mes traumas, je vais m'en occuper. Il grimpe, il se sent mieux, il grimpe, il devient un A1, il change. Il se passe deux choses. Il se passe deux choses là. Quand il devient A1, c'est-à-dire qu'il est libéré, je vais y arriver, de lui-même, déjà, il regarde le B un peu de plus haut. Il n'a plus envie du B.
et du coup, je vais mieux. Et en fait, ce qui m'attirait hier, qui correspondait à mon vieux programme, bah, ne m'attire plus. Puisque là, je suis plus sous Vista, je suis plus sous Windows Vista, là j'ai Windows 10. Donc forcément, si tu me reproposes un programme Windows Vista, ça me branche vachement moins, ça ne m'intéresse plus. Et là, on va me dire, ah ben oui, on n'était pas en flamme jumelle. Bah, c'est ça, justement, c'est ça, le lien de flamme jumelle. C'est que grâce à votre FJ, votre B ou n'importe qui d'autre, parce que flamme jumelle, encore une fois, c'est un modèle, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est un fonctionnement, c'est un système. Grâce à cette personne-là spécifiquement, je suis passée de mon ancienne vie avec mon ancien programme souffrant, mes anciennes croyances, à un update, un reboot de moi-même. Je suis libérée de moi, je suis déprisonnier, pardon, ça n'existe pas. Et pourquoi je suis déprisonnier? Parce qu'alors, quand je suis là, je sais qu'il n'y a pas qu'une seule solution, un seul chemin hyper enfermant, hyper limitant, hyper sclérosant. Je sais que je serai heureuse dans tout, avec plus de portes, plus de possibilités, et je suis libre de mes choix, et je suis libre d'aller à droite, à gauche, en travers, en diagonale, et la vie s'ouvre, l'univers s'ouvre, et je respire. Et je suis passée, grâce à ce concept flamme jumelle, de moi-même avant à moi-même après. Et du coup, on marche sur ce truc, si vous avez envie de parler de spiritualité. Quand je parlais dans d'autres vidéos d'existence palier, on l'a fait, de résilience, on l'a fait, de guérison, on l'a fait, peu importe le vocabulaire, mais à ce moment-là, ce sera fait. Si l'autre le fait, c'est génial, on peut se demander si oui ou non on se remet ensemble si l'autre le fait. Et dans ce cas-là, ça donne la réunion fusion, bravo. Mais si c'est pas fait, c'est pas grave, parce que là, vous êtes réunis avec vous-même. Vous avez dégagé tout ce qu'il y avait dans votre cerveau qui se remettait tout le temps sur votre route, sur votre chemin. Est-ce que vous comprenez? Vous avez changé. Vous avez changé, ni plus ni moins. Et ça, c'est le parcours flamme jumelle. Ceux qui ont vécu ça et qui ne regardent plus ça, qui ont arrêté de regarder les vidéos, qui ont dit de toute façon je suis plus heureuse sans l'autre, c'est génial, ils ont fait leur parcours. Ils ont monté en vibration, si vous voulez. Ils rayonnent, si vous voulez. Ils ont changé de vie, si vous voulez, etc. etc. Vous comprenez? Voilà. Et à ce moment-là, y a tout qui s'ouvre. Hein. Et puis si c'est pas lui, si c'est pas elle, c'est les milliards d'autres. Et je vais même vous dire un truc, à ce moment-là, il n'y a plus besoin. Parce que je vais vous dire autre chose. Ça, c'est ma croyance. Allez, on y va. Ça, c'est une croyance que j'ai. Qu'est-ce que c'est une histoire d'amour? Vous avez deux personnes. Souvent, on a l'impression que l'histoire d'amour, c'est je donne, donc je donne ici, et donc là, je reçois. Et on se dit souvent, du coup, une histoire d'amour équilibrée, c'est quand ici, c'est pareil. C'est-à-dire que je donne de la même manière que j'ai reçu. Comme si c'était un échange, comme si c'était un mouvement. Eh bien, voyez, ça, je crois que c'est erroné pour moi. Ça, c'est erroné. Pour moi, une histoire d'amour, c'est deux personnes qui sont hyper bien. Et du coup, ça là, cette bulle de bien, de rayonnement, de je suis bien dans ma vie, de je suis épanouie, j'ai un programme qui fonctionne bien, j'ai des mauvais souvenirs, j'ai des bons souvenirs, mais je suis OK avec mes émotions, j'arrive à les gérer, j'ai plus trop de phobie, et puis j'arrive à, voilà, en fonction du temps, du mouvement, je m'adapte, je suis souple, je suis ouvert. Il ne s'agit pas d'être un ange, vous le savez, mais en tout cas, je suis un roseau, quoi, qui arrive à fléchir en fonction des moments de la vie. J'ai des tristesses, mais j'ai des joies, je suis OK avec moi-même. Eh ben, on arrive, ça, à se le partager quand on est ensemble. Voilà, ça c'est ce que je crois est une histoire d'amour qui est réussie. Je suis, tu es, et on partage qui je suis, on partage qui tu es, on partage tout ce qu'on a de super en nous, on le partage.
C'est pas un je donne et je reçois et tu dois me donner et je dois recevoir. Parce que là, on est dans de l'attente. Là, on est dans de l'attente. Là, on est dans de la comptabilité et on est dans de la dette. Et ça fonctionne pas. Et là, on est dans du partage. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais faire moins que 50 minutes, mais c'est raté. Mais voilà ce que je voulais vous dire. C'est que c'est important. C'est important de comprendre que le travail, bah ouais, il est pour vous. Ça vous intéresse pas pour le moment, mais c'est pas grave en fait. Vous avez le droit d'être en résistance. Vous avez le droit de dire, mais moi, je veux que ce soit cette personne-là et je veux que elle, et c'est ok. Et puis peut-être que dans 6 mois, vous direz encore ça. Puis peut-être que dans 6 mois, vous direz, bon, ça fait 6 mois que j'attends et que je souffre et que je pleure tous les jours et que je suis seule. Qu'est-ce que je décide de faire? Et méfiez-vous sur YouTube des gens qui vous disent de toujours rester dans la même voie. Méfiez-vous sur YouTube des gens qui vous disent d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui n'est pas là et qui n'a pas envie d'être avec vous surtout. Méfiez-vous des gens sur YouTube qui vous disent d'écouter les guides plutôt que d'écouter l'autre et de vous écouter vous-même. Méfiez-vous des gens sur YouTube qui vous expliquent qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que vous. Et méfiez-vous des gens sur YouTube qui essayent de vous dire qu'il y a autre chose qui a du pouvoir sur vous que vous-même. Parce que vous voyez, je crois que quel que soit le champ de croyance, euh, tout ce qui est limitant, aliénant, qui ferme l'horizon, qui ôte le pouvoir à soi-même pour le donner à quelqu'un d'autre, un amoureux ou un guide, c'est quelque chose qui est, à mon sens, à prendre avec beaucoup de recul, à s'interroger d'ailleurs sur l'envie et ce qui pousse ces gens-là à diffuser ce type de message. Écoutez-vous. Et s'il y a quelque chose qui vous fait mal, demandez-vous en fait pourquoi vous avez envie de le vivre encore plus longtemps. Voilà, voilà. En tout cas, si vous souhaitez engager ce type de travail, je vous reçois en cabinet, je pratique également à distance ou par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos pour réserver en cabinet ou à distance si vous n'êtes pas à Paris, ou par téléphone, en thérapie psychosystémique, en hypnose et en cartomancie pour ceux qui le souhaitent, qui va être un moment aussi de partage sur vous-même et de questionnement sur vous-même. Je reçois en individuel ou en couple. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.